Oh chérie, il n'y a plus de rosé. Bon, écoute, une petite expérience, ni vu ni connu. Beaucoup de blanc et une goutte de rouge. Ah non, définitivement, c'est pas ça le rosé. Bah non Chloé, même si un Français sur 10 pense que le vin rosé c'est un mélange de rouge et de blanc, Chérie y a échappé belle. Aujourd'hui, le vin rosé ça marche de mieux en mieux. Majoritairement venu de Provence, il représente 30% du vin que nous consommons. Le soleil, les amis, les vacances, ces images lui collent à la bouteille. Ah, c'est vraiment sympa le rosé. Enfin pas pour tout le monde, hein. Pas pour Monsieur Septime, un spécialiste du vin. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a sorti une bouteille de rosé de Provence et tout le monde a fait « Waouh, super !» Jamais. La Provence, pour moi, c'est catastrophique et je mets au défi quiconque, en fait, de me faire changer d'avis. Oh, vous ne poussez pas le bouchon un peu loin là, Monsieur Septime? Allez, on relève le défi. Départ pour le sud. On va tenter de lui prouver qu'il y a du bon vin en Provence. Ah, la Provence. La mer, ses villages et leurs volets bleus. Et ses vignes à perte de vue. Environ 150 millions de bouteilles sont produites ici chaque année. Le rosé est à la mode et ce n'est pas la première fois. En fait, historiquement, il est le premier des vins. C'est ce que nous explique le président des Rosés de Provence, mais avec l'accent, évidemment. Jusqu'au début de l'ère chrétienne, on ne connaissait pas le rouge. On prenait les raisins, on prenait les grappes et on les pressait immédiatement. Il n'y avait pas de macération. La macération, ce qui donne la couleur du vin, c'est la macération entre la pulpe et la peau. Le vin est resté clair pendant des siècles et ça a été le vin des rois. C'était le vin de l'aristocratie par opposition au vin rouge qui était considéré comme nourricier et qu'on donnait aux travailleurs. D'accord. Le vin clair n'étant pas nourricier, il était donné à ceux qui foutaient rien, c'est-à-dire les aristocrates. C'est avec l'arrivée des congés payés que le rosé a progressivement retrouvé une place sur les tables françaises. Toujours grâce à ceux qui n'en foutent pas une en fait. Et la Provence, elle a profité du filon. On peut considérer que dans les années 90, la Provence a, entre guillemets, inventé un nouveau rosé. Et ce nouveau rosé, ça a été le rosé clair et aromatique à la fois. Parce qu'auparavant, lorsqu'on voulait un rosé aromatique, il avait forcément de la couleur. La couleur pâle du rosé, c'est donc bien l'une des marques de fabrique de la région. Et c'est ce qui a fait son succès. Bah voilà, ça existe le bon rosé en Provence, Monsieur Septime. C'est un mensonge. Le mensonge réside dans le fait que c'est un vin, la plupart du temps, qui est complètement insipide, qui n'a aucun goût. On se base généralement sur la couleur et on joue sur la technologie pour essayer d'avoir une consistance aromatique. Et pour nous, en tant que consommateurs, c'est l'image d'un vin qui est facile à boire, qui est le vin du soleil, qui est le vin rafraîchissant de l'été. Et le marketing pousse un peu cette notion. Et la Provence, c'est, disons, le fer de lance de cette vague marketing pour nous vendre le rosé. Oh, Monsieur Septime, ils sont de bonne foi les Provençaux. Ils cherchent sans cesse à améliorer le goût de leur vin. Comme au Centre de recherche et d'expérimentation du vin rosé, créé dans ce but il y a 15 ans par les acteurs de la filière. Du coup, les critiques sur le vin rosé, bah ici, ça les saoule. Hein. On peut quand même reconnaître qu'il y a quelque temps, les rosés n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils étaient peut-être parfois un peu âpres, un peu durs, un peu colorés, un peu grossiers, et que petit à petit, tout ce travail sur le savoir-faire en cave notamment a permis d'arriver à des vins qui aujourd'hui sont fins, élégants, pâles, aromatiques, fruités. Le Centre du Rosé vinifie dans ses caves miniatures 300 vins par an pour répondre à des protocoles d'études que des œnologues et ingénieurs imaginent. Oui, des ingénieurs. Ici, la technologie et la vigne font bon ménage. Les vins sont analysés en laboratoire, puis par des dégustateurs. Les données sont ensuite transmises aux vignerons. Et pour améliorer le goût des vins, on met pas toujours que du raisin. On a une boîte à outils qui est plus ou moins importante selon les vignerons et on l'ouvre dans toutes les régions de la même façon. Ces outils, on les appelle des intrants. Et Monsieur Septime, il aime pas trop ça, les intrants. Donc on va pas améliorer le goût sur les intrants, mais on va les corriger des acidités, on va les corriger des couleurs. On peut toucher aussi les arômes pour arriver à un produit final qui correspond à un marché. Mais là, on est dans la technologie. Alors, prenons l'exemple des levures. Ça sert à quoi une levure? Une levure, ça sert à fermenter, c'est-à-dire à transformer le sucre en alcool. D'accord. Et selon qui bosse, c'est-à-dire selon quelle est la levure qui transforme le sucre en alcool, ça peut changer la composition du vin et son goût. Et je vais rajouter mes levures
avec voire même plusieurs, à différents moments en fait, de la fermentation, pour obtenir un goût que je recherche en fait. Ouais, c'est ça. Et quand vous allez sur le site de l'IFV, qui doit être l'Institut français du vin, vous avez des listes en fait de levures, la B machin, la B truc, qui vous indiquent quels sont en fait les effets de la levure au niveau gustatif sur le vin. Et à quel moment il faut l'utiliser dans les processus de fermentation. Résultat, le goût des vins rosés a tendance à s'uniformiser. Pareil pour la couleur. En France, à l'heure actuelle, il y a une tendance à avoir des rosés pâles, très clairs. Il y a deux moyens de l'obtenir, soit de prendre des cépages en fait, qui délivrent très peu de couleur, ce qui est le cas du cinsault, soit vous allez utiliser du charbon pour décolorer vos vins. C'est pas dans le barbecue, le charbon? C'est un adjuvant qui est utilisé parfois, avec parcimonie, sur certaines fractions de jus qui présentent des petits défauts et parfois des couleurs un peu intenses. Et là, on peut limiter ces petits défauts. Quand vous connaissez l'origine du charbon, mais c'est des déchets alimentaires, quoi. Il y a de la noix de coco, il y a de l'os, il y a tout ce que vous voulez. En fait, tous les débris végétaux possibles, inimaginables, constituent ce charbon. Les quantités de tous ces intrants sont réglementées à chaque fois? Oui, tout ça est bien défini dans le codex œnologique et dans tous les textes. Et après, en fonction de ça, le vigneron choisit d'en mettre un peu plus ou un peu moins en fonction de ce qu'il a envie de faire, en fait. Un excès de ce type d'adjuvant peut être nuisible aussi à la qualité du vin. Ah oui, j'en doute pas. Bon, on est rassuré alors, non? Moi, en tant que consommateur, j'aimerais bien savoir ce qui est dans ma bouteille. Et oui. Parce qu'on veut me faire croire en fait qu'il n'y a que du raisin et que c'est que naturel. Mais en fait, c'est faux. Donc déjà, j'aimerais bien connaître le taux exact de sulfite dans la bouteille. J'aimerais bien connaître les produits en fait qui ont été utilisés. Pourquoi en fait le vin est le seul produit alimentaire C'est ce que j'allais vous demander. sur lequel Il n'y a pas d'étiquetage. il n'y a aucun étiquetage. Il est probable que la réglementation évolue dans les années qui viennent. Tout ça est en discussion et on pourra voir apparaître peut-être un petit peu plus de transparence. Globalement, une de nos missions, c'est d'essayer de limiter les intrants, de les utiliser à la juste dose et donc de tester tout ce qui peut apparaître sur le marché. On est un peu loin de la tradition tout de même, hein. Vous l'aurez compris, entre Gilles et Monsieur Septime, il y a un monde et deux conceptions du vin. On ne risque pas de relever notre défi en lui apportant un vin conçu grâce à la technologie. Là, vraiment, on est au cœur de l'enquête. On apprend des trucs, non? Allez, on continue de creuser un peu. Des vins rosés qui limitent l'apport de la technologie, ça existe. Dans le bio, par exemple. C'est le cas d'un domaine situé à Bormes-les-Mimosas. Et ça tombe bien, on a rendez-vous. Nous, on a une volonté vraiment de recherche de qualité, de style bien particulier, bien à part. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, ou en tout cas, c'est des styles bien différents, peut-être dans des gammes différentes. Voilà, on va être clair, hein, je vais pas casser les petits copains. C'est-à-dire Après, que le effectivement, il y a des consommateur- vins que personnellement, je bois pas. Voilà. Je vous le dis clair. Non, elle, c'est Chloé. Pour la plupart des producteurs de vins rosés, tout se joue en cave, mais pas pour Romain. Je pars du principe que si les éléments de base ou si les ingrédients de base sont bons, ben voilà, le gros du boulot, il est déjà fait, quoi. D'accord. Donc le gros du boulot, pour moi, il se fait là. Il se fait là. Donc c'est une culture très traditionnelle. C'est pas de désherbage, c'est du désherbage mécanique ou manuel, des rendements contrôlés, une récolte manuelle. J'ai la possibilité de faire ça, donc je le fais. C'est quand même pour moi une capacité à trier la vendange qui est indéniable. Dans ce domaine, comme en Provence, le vin rosé est roi. Et oui, il y a le ciel, le soleil et la mer à proximité, et ça c'est très bien pour passer des vacances, c'est sûr. Mais c'est aussi recommandé pour les vignes. Romain laisse donc la nature faire son œuvre et limite le travail en cave. Vous rajoutez pas des choses qui permettent de rendre le vin plus clair? Par exemple, le charbon. Moi, j'entends beaucoup parler de charbon en ce moment. Non, moi non. Vous, non. Non. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas envie surtout. Vous avez pas envie, Mais et puis je suis pas sûr que ce soit dans le cahier des charges bio. Ça Vous n'êtes pas chimiste, quoi. Non, je fais du vin. Fatalement un peu, mais le plus naturellement possible. Un peu quand même, hein, parce que dans le vin rosé, comme dans tous les vins, il y a des intrants parfois indispensables. Mais bon, pour la fermentation par exemple, Romain privilégie lui les levures naturelles contenues dans le raisin. Et quand il s'agit d'éviter que le vin s'oxyde, là ça sent le soufre. Littéralement. Le soufre se met juste, ici en tout cas, juste à la sortie du pressoir, donc sur le jus, pour le protéger de l'oxydation et assainir un petit peu dans le cas où on a des années un petit peu plus douteuses.
Voilà, après, les doses sont variables. Ici, elles sont le plus faibles possible, les plus faibles possibles. Après, chacun sa méthode. Chacun fait ce qu'il veut, c'est toujours Voilà, pareil. c'est ça. Et oui, le problème avec le soufre, c'est que quand on en met trop, ça peut avoir une incidence sur le vin. Le soufre. Alors, le soufre, c'est le produit miracle qui va permettre de stabiliser le vin, qui va tuer tout micro-organisme à l'intérieur du vin et qui va éviter en fait qu'il s'oxyde. Il n'y a pas mieux comme produit. Et ce qui va permettre ensuite d'avoir des bouteilles qu'on conservera à plus de 14 degrés, en pleine lumière, en supermarché, et sans qu'il y ait des reprises de fermentation. Donc le vin n'est plus un produit vivant, on a tout tué à l'intérieur. Chez Romain, les vins auront été conçus le plus traditionnellement possible pour élaborer les 2 crus rosés du château, vendus entre 15 et 20 € en moyenne, aux portes du domaine ou chez les cavistes. Ah oui, Romain ne vend pas son vin au supermarché, question de principe. Un vin traditionnel, pas forcément représentatif de ce qui se fait en Provence. Parce qu'ici, en matière de vin rosé, on trouve un peu de tout, et même des trucs un peu bizarres. Pour mieux comprendre les choses, parfois, il faut prendre un peu de hauteur. Je crois qu'on peut pas être plus haut. Mais maintenant, on va aller à Saint-Tropez. C'est par là pour découvrir un peu ce que c'est que cette mode des rosés aromatisés. Saint-Tropez, son terrain de pétanque, son port, ses yachts de milliardaires et ses gendarmes. Ils boivent du rosé, les gendarmes, à Saint-Tropez? Jamais? Jamais, jamais? Bah alors? Pourtant, le vin rosé, c'est tendance ici aussi, et se décline à foison. Comme avec ce cocktail à base de vin qui porte le nom du village. C'est rose, c'est fashion, c'est un succès, c'est bien, mais nous, on voudrait savoir comment c'est fait. Le produit est classifié comme un cocktail à base de vin avec des arômes de pêche. Et vient d'où le vin? C'est un vin français. Voilà. C'est secret, on le dit pas? C'est secret, voilà. Parce que je voulais aller voir les usines et on m'a dit que c'était pas possible. Non, c'est pas le but de l'usine, c'est pas important. Est-ce que vous savez, le coca que vous avez bu ce midi, il vient d'où? Ah d'accord, c'est comme du soda. En même temps, depuis cette année, le cocktail se vend en canette. Ça va être quelque chose qui est ready to drink. Ah, ready to drink, c'est cool. Mais nous, on est toujours intrigués par le vin qui compose ce cocktail. À base de vin rosé? Non. Ah! C'est à base de quoi alors? C'est à base de vin. Voilà. On croit que c'est du vin rosé dans cette bouteille. Non, c'est pas du vin rosé. Jamais il y a une publicité où il y a marqué vin rosé, cocktail à base de vin rosé. Bah oui, mais sinon ce serait de la publicité mensongère en fait. Déjà qu'on se fait avoir sur la couleur, mais bon, comme le vin rosé est à la mode. Vous l'auriez pas fait bleu? Voilà. On est d'accord, vous l'avez quand même fait rosé, vous savez pourquoi. Voilà, la couleur. Bon, c'est en fait un vin blanc venu d'on ne sait où et coloré avec des fruits rouges. Ready to drink, donc, et ready to go dans les linéaires des supermarchés. Maintenant que l'image du rosé a été vendue, on a la grande distribution qui s'engouffre en fait dans ce marché, la grande distribution qui sont des prédateurs. Ce qui se passe actuellement avec les vins parfumés, c'est on vous met en fait du sirop Tesser dedans pour pouvoir faire passer un produit de mauvaise qualité. Il faut sortir un peu de l'univers des vins classiques et pas parler des origines. Il faut parler effectivement d'un produit marketing branché qui fait Saint-Tropez en fait. Voilà. Ouais, c'est ce qui compte presque plus en fait que le vin qu'il y a dedans. Exactement. C'est le concept, exactement. le concept. Vous vendez Mais du quand rêve même, un peu. oui, exactement, exactement. Et oui, ici, on vend du rêve. Et même quand il s'agit de produire du vin rosé, on fait attention à l'emballage. Des bouteilles design et tellement fashion. Ah, qu'importe l'ivresse pourvu qu'on ait le flacon. Et là, évidemment, sur ces bouteilles-là de vin traditionnel, on a aussi joué, toujours pareil, le concept, un peu, la branchitude, le packaging. Non. En fait, c'est un vin rosé classique, mais le packaging fait la différence. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du sable. Mais c'est du vrai sable de notre plage de Saint-Tropez ou pas? Bon, on va boire un verre. Avec modération alors. Le marketing est-il en train de tuer le vin rosé? C'est l'avis de Christian, un sommelier qui a accepté de nous aider à choisir une bouteille dans les rayons d'un supermarché. Et pour lui, attention, il faut d'abord se méfier des jolis emballages. 4,80 €. Bon, bah là, il y a moins d'1 € de vin. Eh oui. Moi, je préfère payer du vin qu'une bouteille. Plus de 80% des Français achètent leur vin en grande surface. Et pour Christian, il faut faire bien attention à ce qui est écrit sur l'étiquette. L'idée, malgré tout, c'est d'essayer de trouver un domaine. Vous voyez, par exemple, là, on a Bandol tout court. Pas de nom de domaine. C'est une marque. C'est une marque. On met en avant l'appellation, parce qu'elle a la cote, que c'est réputé, que c'est connu. On vend du Bandol. Je veux dire, voilà, on vend pas
quelque chose de générique, quoi. Vous achetez du bœuf, et c'est mieux si on vous explique si c'est une entrecôte ou un faux filet ou du filet. Autre conseil, ne vous prenez pas trop la tête sur le millésime. C'est vrai que le rosé peut vieillir, mais généralement, il se boit plutôt dans l'année. Alors, sur ces vins-là, achetez le dernier millésime. Et la médaille d'or au concours de Tréfouille-les-Oies? C'est vendeur. C'est juste vendeur la médaille, vendeur. c'est pareil. C'est vendeur, vous savez. C'est pas parce qu'il y a une médaille que c'est bon. Il faut regarder d'où elle vient, la médaille. Il y a 2 grands concours en France. Le numéro 1, c'est le concours général agricole de Paris. C'est ça. D'accord. Après, il y en a un autre qui est à Mâcon, qui est assez célèbre aussi par la qualité de ses dégustateurs. Ah, et pour choisir une bonne bouteille, il faut mieux venir avec une loupe aussi, hein, c'est important. Est-ce qu'un consommateur dans un supermarché doit plutôt se diriger vers les étiquettes où il y a écrit récoltant ou le petit R? Moi, je suis un peu plus rassuré, donc je suis d'accord. Je suis un peu plus Vous rassuré. préférez les étiquettes de récoltant? Ah ben par rapport au négoce, oui. Mise en bouteille à la propriété, ouais. Ça c'est important. C'est quand même mieux si c'est mis en bouteille dans la région de production. Voilà, c'est ça. Ok, et on paye ça combien? Entre 5 et 8 euros, on a vraiment des choses très bien. Soit on connaît suffisamment et on arrive un peu à décrypter les étiquettes, sinon il faut aller chez son caviste. On ne les payera pas plus cher, surtout pas. On aura un conseil adapté, surtout au vin dont on a besoin, pour le moment dont on a besoin, avec l'accord mets vin qui va bien, enfin je veux dire avec le bagage complet et le tout pour le même prix. Cette fois c'est dingue, mais Monsieur Septime, il est d'accord. Il faut changer en fait de la façon dont on aborde le produit et de la façon dont on achète le vin. Par contre, de la façon dont on consomme, il faut toujours continuer, quoi. Il n'y a pas de souci. Toujours avec modération, mais c'est toujours avec de l'émotion. Une bouteille, ça se partage. Bref, le rosé est un vin de convivialité à consommer avec modération. Mais ne vous laissez pas avoir par le marketing. Même en vacances, on n'est plus des pigeons, hein. Vous manquez mes petits pigeons, mais je vous ai ramené plein de cadeaux de Provence.